Donc là, il est 22h14. Je suis en train de faire un petit peu de vélo en regardant un documentaire qui finalement s'est un petit peu imposé parce que je regardais précédemment une vidéo, une courte vidéo. Et là, en l'occurrence, celui-ci porte sur les vitamines et l'utilisation des vitamines. Comme ça m'arrive régulièrement de l'utiliser, notamment actuellement. Donc c'est assez intéressant d'essayer de comprendre la diversité de vitamines et comment c'est fabriqué et quels sont les impacts en fait sur la santé. Donc voilà. Pourquoi? Et le reste, c'est le fait de prendre, voilà, c'est le fait éventuellement de prendre plus de vitamines qu'il en faut pour le corps, et qui auraient des effets finalement négatifs. Et les aliments qui sont enrichis, je ne sais pas trop comment c'est fait l'enrichissement, je préfère prendre les vitamines à part en me disant ça c'est un médicament, je sais que c'est un médicament. Et quand je mange de la nourriture, je ne mange pas des médicaments. Avant de décider d'enrichir certains aliments, les États ont soigneusement pesé les risques et les avantages de l'opération. Mais aujourd'hui, l'industrie alimentaire peut enrichir quasiment tous ses produits sans que la décision fasse l'objet d'un examen. Aux États-Unis, on peut écrire sur l'étiquette d'un produit qu'il fournit 200% des apports journaliers recommandés. Je ne savais pas qu'il y avait des vitamines qui s'éliminaient dans le corps et d'autres qui par contre que le corps stocke et de fait le risque sur la surdose de ces vitamines là qui peuvent avoir des conséquences assez importantes sur le corps. Donc pour s'en rappeler, le présentateur disait que ADEC, vitamine A, vitamine D, vitamine E et vitamine K sur celles que le corps stocke. On serait en pleine carence globale de vitamine D. Alors, comment savoir si on doit en prendre davantage? Je suis venu dans l'un des endroits les plus froids de la planète pour mieux comprendre cette vitamine qui enflamme le milieu scientifique. Pendant des siècles, une maladie terrible et mystérieuse a touché des milliers d'enfants à travers le monde. Leurs os étaient peu résistants et cassaient facilement, beaucoup souffraient de déformations et beaucoup mouraient. Cette maladie, on l'a appelée le rachitisme, mais on ne connaissait pas sa cause. Bizarrement, il y avait moins de cas ici, sur les côtes de Norvège. Et tout semblait indiquer que c'était grâce aux poissons. Ici, entre janvier et avril, c'est la saison du skrae, la grande pêche au cabillaud ou à la morue. On en pêche plusieurs centaines de milliers de tonnes. Leur chair contribue à nourrir le monde. Ça, c'est un gros poisson. Mais ils ont une autre valeur. On en tire un remède traditionnel, l'huile de foie de morue. Ici, en Norvège, les récits du pouvoir guérisseur de cette huile miracle remontent à plus de 1000 ans. C'était un élément clé de l'alimentation viking, qui leur donnait force et vitalité. Les Scandinaves l'appelaient l'or de la mer. On s'en met partout. Je suis pas sûr d'aimer ça. Comment on sait lequel a un gros foie? C'est celui-là, je dirais. C'est le foie? Oui, exactement.
L'huile de foie de morue, c'est un aliment ou un remède? C'est les deux. Si vous mangez du foie et que vous prenez de l'huile de foie de morue tous les jours, vous ne serez jamais malade. Enfin, vous aurez peut-être le mal de mer. Mais pas de vraie maladie. Ça a le goût du poisson? Le goût est assez spécial. Vous aimez ça? Non. On ferme les yeux et on boit. Il y a des centaines de milliers de têtes et de queues fixées sur des séchoirs. On en voit dans presque tous les villages. C'est vraiment impressionnant de voir l'ampleur de la pêche au cabillaud dans la région. Et l'odeur. Les villages entiers sont enveloppés de cette puanteur. Les gens d'ici disent que c'est le parfum de l'argent. Mais la valeur du cabillaud et de son foie va bien au-delà. Elle touche à la santé. Bronstein est spécialiste des liens entre les aliments, comme le cabillaud, et les maladies, comme le rachitisme. Il y a quelques années, le rachitisme était un énorme problème sanitaire ici en Norvège. Le rachitisme est une maladie qui se caractérise par des os mous. Il entraîne la déformation du squelette et c'est extrêmement douloureux. Si on est touché dur en enfance, c'est irréversible. Oui, si ce n'est pas soigné. C'est vraiment terrible. Oui, c'est très douloureux. On savait depuis longtemps que l'huile de foie de morue pouvait guérir le rachitisme, mais on ne savait pas pourquoi. Marguerite et moi sommes venus voir comment on transforme le cabillaud en huile de foie de morue. Bienvenue. Merci. Vous aviez déjà vu la fabrication? Non. L'affaire est simple, quoique pas très appétissante. On prélève le foie du poisson, on le met dans un tonneau et on le laisse se décomposer. À mesure que le foie pourrit, l'huile devient plus foncée. Puis, on prend l'huile à la surface et on boit. C'est pas mauvais. C'est bien meilleur que dans mes souvenirs d'enfance. C'est vrai? Franchement, je m'attendais à bien pire. L'huile de foie de morue s'est montrée si efficace contre le rachitisme que toute l'Europe s'est mise à en donner aux enfants. Et dans les années 1870, elle a débarqué en Amérique. Le marketing de masse a commencé. Mais on ne savait toujours pas pourquoi ça fonctionnait. Au tout début, l'huile de foie de morue a été présentée comme un produit qui permettait de redonner de la vigueur, de se remplumer. Cette marque, Scott's Emulsion, était l'une de celles qui se vendait le mieux. Scott a commencé à fabriquer ce produit dans les années 1870. Il croyait vraiment à la publicité. Et il a fait fortune avec son émulsion. Quand on commercialise un produit, on essaie d'encourager les gens à en consommer le plus possible. À la fin des années 1890, l'industrie de l'huile de foie de morue est en pleine expansion, mais le marketing est en avance de plusieurs décennies sur la science. Il faudra attendre 1913 pour que deux biochimistes, Elmer McCollum et Marguerite Davis, montrent l'existence d'un nutriment essentiel dans l'huile de foie de morue. Ils l'appellent le liposoluble A. A pour la première vitamine. Plus tard, Elmer McCollum identifie une autre vitamine dans l'huile de foie de morue, le liposoluble D, la quatrième vitamine. Et il prouve que c'est la vitamine D qui guérit le rachitisme. On a ces découvertes scientifiques qui viennent renforcer un marché déjà existant. Les entreprises qui commercialisaient ce type de produit n'auraient pas rêvé mieux. C'est vraiment incroyable. Oui, ça l'est. Il semble qu'un autre élément entre en jeu. En 1920, une microbiologiste appelée Harriet Schick mène une expérience sur des enfants.
On donne de l'huile de foie de morue à la moitié d'entre eux et rien à l'autre moitié. Sans surprise, les enfants qui ont pris de l'huile ne sont pas touchés par le rachitisme. Mais la scientifique remarque autre chose. Les enfants malades qui passent du temps à l'extérieur guérissent plus vite. Elle démontre que l'huile de foie de morue et le soleil guérissent tous deux le rachitisme. Et le lien, c'est la vitamine D. Alors, ça fait du bien le soleil? Un bien fou. Comment le soleil donne-t-il de la vitamine? Quand ces rayons frappent notre peau, il se produit quelque chose d'extraordinaire. L'épiderme contient un dérivé du cholestérol. Quand cette molécule est exposée aux ultraviolets, elle est transformée et convertie en un type de vitamine D, le même type de vitamine qu'on trouve dans l'huile de foie de morue. Elle est ensuite transportée vers le foie. Là, elle prend la forme que les médecins mesurent dans notre sang. Elle se transforme une dernière fois dans les reins et devient active. Désormais, elle peut participer à l'absorption du calcium pour faire des os résistants et sains. Le rachitisme n'est plus à craindre. J'ai assez pris le soleil pour la journée. Mais en hiver, le Grand Nord est plongé dans la pénombre. Pendant de longs mois, on manque de soleil et donc de vitamine D. Alors, au fil des générations, les habitants ont mis au point un menu assez remarquable, capable de compenser ce déficit. La chair, c'est du cabillaud. Vous avez aussi des œufs de cabillaud. Et là, c'est le foie bouilli, avec de l'huile de foie de morue mélangée à de l'oignon, du poivre et du sel. Et des pommes de terre. Les Norvégiens mangent beaucoup de pommes de terre. Très bien. C'est le meulieu, un plat traditionnel plein de vitamine D. Un repas comme celui-ci vous apporte entre 16 et 20 fois les doses journalières recommandées en vitamine D. Dans nos pays du Nord, ils préservent nos taux de vitamines pendant les mois d'hiver. Mais tout le monde n'aime pas les poissons gras, et encore moins le foie et l'huile de foie de morue. Alors les scientifiques ont inventé quelque chose de beaucoup plus appétissant. Le premier comprimé de vitamine important, c'est l'Oscodal. Il a été mis au point par Casimir Funk. Cette huile de foie de morue qui soulève le cœur devient un joli petit cachet enrobé de sucre. En fait, c'est l'huile de foie de morue qui a déclenché la folie des vitamines. Oui, absolument. C'est le point de départ de tout ça. Les comprimés sont désormais facilement accessibles. L'ère du cabillaud comme source première de vitamine D touche à sa fin. Bientôt, cette vitamine sera produite de façon complètement différente, à partir d'un animal complètement différent. Aujourd'hui, la quasi-totalité des comprimés de vitamine D est fabriquée à partir de la laine mielleuse des moutons, principalement de moutons australiens. Comment transforme-t-on de la laine de mouton en vitamine? Allez, je me lance. La fibre est enrobée d'une couche de graisse, la lanoline. C'est ce qui fait sa douceur au toucher. La lanoline est un mélange d'acides gras produit par les glandes sébacées du mouton. Elle est essentielle dans la fabrication de la vitamine D de synthèse. Et voici comment on peut l'extraire. D'abord, on sépare la lanoline de la laine en la plaçant dans un mélange d'eau bouillante et de détergent. La lanoline est composée à 15% d'un dérivé du cholestérol, le même qu'on retrouve sous notre épiderme. Il faut l'extraire puis l'oxyder pour produire une nouvelle molécule. On irradie cette dernière à l'ultraviolet et on obtient un précurseur de la vitamine D. Ce procédé chimique imite un processus naturel, l'effet du soleil sur notre peau. Encore quelques étapes et on obtient le produit fini, la vitamine D de synthèse.
Bien sûr, tout cela n'est pas fait dans un bocal, mais à l'échelle industrielle, dans des usines. Des chimistes de l'université de Melbourne ont calculé qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent avec une peau de mouton. Sur Internet, la vitamine D3 se vend à environ 50 $ australiens le gramme, une trentaine d'euros. Mais en comprimé, le gramme peut atteindre 3 700 $, 2 400 euros. Ce qui rend la vitamine D plus précieuse que l'or. Reste la question en or, justement. Doit-on prendre des comprimés de vitamine D ? Aujourd'hui, nous passons le plus clair de notre temps à l'intérieur. Notre exposition à la lumière directe du soleil est réduite. Alors, avons-nous besoin de davantage de vitamine D ? Devons-nous prendre des suppléments ? Rachel Neal contribue à une étude mondiale sur le sujet. La vitamine D n'est pas seulement une vitamine, c'est aussi une hormone. Son rôle est majeur dans le fonctionnement des cellules de l'organisme. Elle contrôle, par exemple, si une cellule va se multiplier de façon anarchique et devenir un cancer, ou si elle va muter et mourir. C'est donc une molécule extrêmement puissante, et il faut en avoir une connaissance beaucoup plus approfondie avant de recommander la prise de suppléments. Rachel dirige l'un des plus grands essais cliniques du monde sur les doses élevées de vitamine D. 21 000 individus participent à l'étude. Pendant 5 ans, ils vont prendre soit un comprimé de vitamine D, soit un placebo à base de sucre. Le but est de déterminer si les compléments de vitamine D réduisent les risques de cancer et d'autres pathologies. Le grand public a tendance à croire que les effets bénéfiques de la vitamine D sur des problèmes de santé comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires sont prouvés. En réalité, on sait que la vitamine D est très importante pour les os, mais pour le reste, on n'a aucune preuve. Pourquoi tant d'incertitudes ? D'abord, on ne sait pas exactement quels sont les apports journaliers nécessaires. Pour mesurer la vitamine D dans le sang, on utilise généralement une unité qu'on appelle les nanomoles par litre. En dessous de 25 unités, on est en carence. Tous les spécialistes sont d'accord là-dessus. Mais il est plus épineux de définir le taux suffisant. On sait qu'un niveau de 50 unités suffit à garantir des os en bonne santé pour la plupart d'entre nous. Mais certains avancent le chiffre de 75, 100 et même plus. Notons que les États-Unis utilisent une autre unité de mesure, les nanogrammes par millilitre. La conversion n'est pas évidente et sème la confusion entre les nations. Pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres qui mettent d'accord toutes les organisations, tous les scientifiques et tous les médecins dans le monde. Autre controverse, les analyses de sang. En fonction des laboratoires, les résultats peuvent être très différents. Et bien qu'on sache que prendre des suppléments de vitamine D augmente son taux circulant dans le sang, on ne sait pas si c'est bon pour la santé. Donc on ne connaît pas les effets de la vitamine D. On a une idée de ce que fait la vitamine D, mais ce qu'on ne sait pas, c'est si on prend en complément. En fonction de leur approche, les études apportent différentes informations. Ils sont en train de prendre une bonne dose de vitamine D. Pour la vitamine D, ce sont souvent des études d'observation. On observe l'effet. Par exemple, les personnes atteintes d'un cancer ont souvent des taux sanguins de vitamine D assez bas. Le lien existe donc, et potentiellement il est important. Mais ça ne nous dit pas si la faiblesse du taux est la cause ou la conséquence du cancer. Pour le savoir, il faut employer la méthode inventée par James Lind en 1747, l'étude clinique randomisée. Prenez un ensemble de personnes, répartissez-les au hasard en 2 groupes.
donner de la vitamine D à l'un et un placebo à l'autre. Cette fois, si on constate une différence entre les deux groupes, c'est donc la vitamine D qui en est la cause. Mieux encore, réaliser cette étude à grande échelle. Plus l'étude compte de sujets, plus le résultat est probant. L'étude de Rachel donnera ses premiers résultats en 2021. C'est passionnant, mais pour l'instant, on reste dans l'incertitude quant aux recommandations à faire à la population. Malgré ces incertitudes, en 2016, des chercheurs britanniques ont conseillé d'augmenter l'apport journalier recommandé en vitamine D. Mais ils ne font pas l'unanimité. Depuis, l'un des grands défenseurs de cette cause a changé d'avis. Il s'appelle Tim Spector et il est généticien. J'ai beaucoup étudié la vitamine D au cours des 15 dernières années. Nous avons été les premiers à montrer que les gènes ont une incidence sur le taux de vitamine D. On avait toujours cru qu'il dépendait de l'exposition à la lumière ou de la consommation de poissons gras. En fait, il peut varier de 50% en fonction de nos gènes. Donc le taux normal de vitamine D sera différent d'un individu à l'autre. Ce principe vaut pour toutes les vitamines qu'on a pu tester jusqu'à présent. Par conséquent, il y a autant de taux normaux que d'individus. Votre taux normal peut être 3 fois plus élevé que le mien, et on est capable de déterminer à coup sûr les taux suffisants ou trop bas. Il faut que l'opinion publique sache qu'il y a une controverse. Les hormones et les vitamines sont importantes, mais attendons que des études aient été faites avant de prendre une décision. C'est aberrant de foncer vers les produits chimiques et de s'inquiéter après. Il faut être sûr de ne pas prendre une décision néfaste. Il est évident qu'il faut soigner les personnes qui souffrent de carences en vitamine D et reconnaître la réalité de ces carences. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas affirmer que prendre un complément de vitamine D sera bénéfique. Et si tout simplement on prenait davantage le soleil? Mais alors, quid du risque de cancer? Comme toujours avec la vitamine D, c'est compliqué. Dans les pays du Sud, de courtes expositions au soleil du matin, quelques fois par semaine, suffisent. Et sous un ciel plus gris, eh bien, il faut s'exposer davantage au soleil. Ou alors, votre médecin vous recommandera peut-être un complément en vitamine D. Alors, je prépare sa vitamine, c'est 4 gouttes. Des fois, il y a 5. Elle prend jamais tout exactement. C'est difficile, il y a la cuillère, il en reste un petit peu sur le bol. Donc voilà, souvent on met 5, comme ça on se dit que au moins elle en prend 4. On va prendre la vitamine. Elle prend ça tous les jours pour renforcer ses os et pour éviter le rachitisme. C'est écrit recommandé par le médecin? Par le pédiatre. On sort de la maternité avec une prescription. Et tout de suite, on doit donner la vitamine D. Et même le premier jour de naissance, en fait, à l'hôpital, on nous apprend à donner la vitamine D. La vitamine D est puissante, on l'a dit. Alors que se passe-t-il quand on abuse des bonnes choses? Ils sont nés à 9h45. Il est sorti en premier et elle est arrivée tout de suite après. Ils ont 1 minute d'écart. Quand Becky Jackson a accouché de ses jumeaux, elle était aux anges. Là, ils ont 3 mois. Au début, Joe était très potelé. Et puis, vers 5 mois, Becky a remarqué que sa fille ne grandissait pas aussi vite que son frère. Elle a commencé à s'inquiéter. Ici, elle a 5 mois. On voit qu'elle a des poches sous les yeux qui sont plus enfoncées. Et son visage est un peu bizarre. Ça n'avait rien d'alarmant jusqu'à cette photo-là. Soudain, tout bascule. Elisabeth ne prend pas de poids, elle ne mange plus. Un jour, en changeant sa couche, j'ai remarqué que son ventre était creusé. Elle avait les côtes saillantes et sa peau avait un aspect et une texture étrange, un peu comme de la pâte à pizza. Becky emmène sa fille chez le médecin pour une analyse de sang. Le lendemain, la pédiatre la rappelle. Elle m'a dit, il faut que vous alliez tout de suite à l'hôpital. Dans son sang, c'est le chaos.
Les taux qui devraient être bas sont hauts et inversement. Rien n'est à sa place. J'ai paniqué. Pendant 2 jours, je n'ai pas compris ce qui se passait. C'était ça le plus angoissant. Les examens ont révélé qu'Elisabeth avait un taux élevé et toxique de vitamine D, ce qui entraînait des concentrations de calcium très élevées dans le sang. Avant Elisabeth, je n'avais jamais vu de cas de concentration toxique de vitamine D. Elle n'avait que 5 ou 6 mois. Et à cet âge, l'alimentation du bébé se réduit au lait maternisé. Donc, il a fallu enquêter sur les causes de ce taux. Quand ils m'ont parlé d'hypercalcémie, j'ai fait comme tout parent. Je suis allée me renseigner sur Internet. J'ai lu tout ce que j'ai pu à ce sujet. Et dans chaque article, je voyais qu'on parlait toujours de taux élevés de vitamine D, de surdose. Et là, j'ai tout compris. On prend d'abord du lait de chèvre en poudre, on en met 8 mesures. Becky n'a alors pas assez de lait pour les 2 jumeaux. Elle nourrit Joe exclusivement au sein, mais complète l'alimentation d'Elisabeth avec un lait maternisé fait maison. Vitamine C, vitamine E, calcium de corail, huile de foie de morue. Une recette biologique à base de lait de chèvre et de coco, vendue dans une épicerie bio locale. De la lécithine de soja, qui est un épaississant. Ne voulant que le bien de son enfant, Becky décide d'ajouter un petit quelque chose au mélange. Et pour finir, la vitamine D. Vous en mettiez combien? La recette dit 1 goutte. 1 goutte. C'est tout ce qu'il faut mettre. C'est tout. Ça me semblait ridicule. C'est idiot, ça ne peut pas avoir d'effet sur qui que ce soit. Alors, je mettais le compte-goutte entier. Non. Un compte-goutte entier pour bébé fait en général 1 millilitre, soit entre 20 et 30 gouttes. Quand on a trop de vitamine D, on réabsorbe le calcium. Parmi les symptômes de cette forte concentration en calcium, on a une augmentation des urines, un manque d'appétit et donc un risque élevé de déshydratation. Si cet état avait persisté sans traitement ou intervention, Elisabeth aurait pu faire une insuffisance rénale. Hélas, c'est à l'hôpital avec la sonde d'alimentation, mais elle a déjà récupéré. Elle a pris du poids. Elle commence à redevenir un bébé normal. Après 10 jours passés à l'hôpital, elle retrouve des taux normaux. Je me suis sentie coupable. C'était ma faute. C'est moi qui l'avais fait. Et je savais que je lui en donnais trop quand je dosais la vitamine. Mais je me disais que ça ne pouvait pas lui faire de mal, c'était juste de la vitamine. C'est comme la vitamine C, on l'évacue quand on en a trop, ça ne pouvait pas être grave. J'essayais simplement d'être une bonne mère, de faire de mon mieux d'une façon qui me paraissait simple, gérable et complètement sans danger. Les gens sous-estiment le pouvoir de ces vitamines, et notamment de la vitamine D. Des petites erreurs peuvent avoir de grandes conséquences. Des doses 10 fois, 100 fois trop fortes, et c'est le drame. Désormais, Elisabeth va très bien. Tout est revenu à la normale. Il est difficile de faire une surdose de vitamines avec la nourriture. Mais avec les vitamines de synthèse, rien de plus simple puisqu'on peut en prendre de grandes quantités. Les vitamines solubles dans les graisses comme la vitamine D peuvent s'accumuler dans la masse graisseuse et atteindre des niveaux de concentration dangereux. Becky Jackson et sa famille ne sont pas un cas isolé. En 2015, le centre anti-poison américain a recensé plus de 3000 appels pour des enfants de moins de 6 ans qui avaient pris trop de vitamine D. Partout dans le monde, on étudie de près les risques liés à la supplémentation alimentaire.
Les données compilées sur des décennies montrent clairement que ces suppléments ne sont pas sans risque. Aux États-Unis, ils envoient chaque année des dizaines de milliers de consommateurs aux urgences. Et des milliers d'hospitalisations sont dues à des effets secondaires graves des compléments alimentaires. Tonight, Walgreens and Target have pulled the products nationwide. GNC did the same in New York. En 2015, à New York, les compléments alimentaires ont été retirés des rayons de 4 grandes chaînes de pharmacie. La plupart des compléments testés ne contenaient pas les ingrédients indiqués sur les étiquettes, et beaucoup contenaient des polluants. On a des risques importants pour la santé du fait de manquements majeurs dans le processus de fabrication. On avait par exemple des multivitamines dans lesquelles la quantité de minéraux était 100 fois supérieure à ce qu'elle aurait dû être, ce qui a entraîné de graves problèmes de santé. Dans d'autres produits multivitaminés, on a trouvé des drogues, comme des stéroïdes anabolisants, une hormone prohibée que les haltérophiles prennent pour être plus forts. Et ils étaient présents en telle quantité qu'ils ont rendu les consommateurs malades. Chaque vitamine peut entraîner des risques spécifiques. Certains de mes patients souffrant d'ostéoporose ont des concentrations en vitamine D 5 ou 10 fois supérieures à la normale. Et les dernières études montrent que ces personnes sont plus sujettes aux fractures. Elles risquent davantage de faire des chutes. On a de plus en plus de données qui montrent que les vitamines agissent dans une fenêtre relativement étroite. Toutes les vitamines peuvent avoir des concentrations toxiques. Et parfois, ces taux ne sont pas tellement plus élevés que les apports journaliers recommandés. J'ai beaucoup de patients dont les taux de vitamine B6 atteignent des niveaux toxiques. Et ça peut notamment entraîner des lésions nerveuses. Dans les années 90, une étude sur un dérivé de la vitamine A a dû être interrompue. Il s'est avéré que les participants risquaient de mourir. Je crois que tout le monde était sous le choc. Il faut tenir compte du type de complément, de son dosage et de la personne à qui on le donne. Il est certain qu'il existe des cas dans lesquels les compléments vitaminés sont clairement bénéfiques. Il existe aussi des cas dans lesquels ils peuvent être nocifs. Et beaucoup de cas dans lesquels l'issue reste indéterminée. Dans l'ensemble, ces produits ne sont pas rigoureusement sans danger. Je ne dis pas qu'ils vont faire du mal à ceux qui les prennent, pas du tout. La majorité des gens ne souffriront pas d'effets indésirables. Mais mon souci, c'est que si ces produits n'offrent pratiquement pas, voire aucun bénéfice à des consommateurs en bonne santé, mais qu'en revanche, ils leur font courir un risque, même mineur, pourquoi devrait-on les recommander? Pourquoi devrait-on même